De la théorie du spaghetti à la théorie du flipper, la physique des particules en question. Bonjour à tous, c'est Christina. Je reçois dans les studios Alain, retraité amateur de physique depuis l'adolescence, et Anaïs, lycéenne de 15 ans, qui se pose beaucoup de questions. Deuxième question, la théorie du Big Bang. J'ai une autre question. C'est quoi la théorie du Big Bang, enfin la création de l'univers? Alors, la théorie du Big Bang, elle vient d'une observation. Bon, je ne sais pas si tu connais le nom de Hubble. Non. Bon, Hubble, c'est un physicien. C'est aussi un des grands télescopes qui a été mis en place en orbite il y a un certain nombre d'années, qui vient d'être remplacé par un autre télescope plus puissant qui s'appelle James Webb. Mais Hubble est un physicien qui a observé, la première façon d'observer l'univers, c'est de regarder la lumière que l'on reçoit de l'univers et de travailler sur les spectres de la lumière. Je ne sais pas si le spectre chromatique de la lumière, je ne sais pas si ça te parle. Non. Donc on peut par exemple voir, si on regarde la lumière du soleil, dans la lumière du soleil, on a des raies noires qui représentent, en fait, qui sont les absorptions de lumière faites par les éléments qui composent le soleil. En regardant donc les lumières qui viennent des astres, on peut savoir de quelle matière ils sont composés. S'ils sont composés d'hydrogène, on va avoir une lumière et à un moment donné, on aura un trait noir dedans, tu le verras peut-être dans tes cours de physique ultérieurement, qui est en fait à positionner à un certain endroit sur la longueur d'onde qui représente l'hydrogène. Et puis, on a tous les éléments comme ça. Si on prend tous les éléments, ils ont une position dans le spectre de la lumière, puisqu'ils vont absorber une partie de la lumière. Donc, en observant la lumière qui venait des étoiles, Hubble s'est rendu compte que ce spectre lumineux était décalé de plus en plus, et plus les étoiles étaient loin. Et pourquoi ce décalage ? C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est ce que l'on entend, nous, quand on entend une voiture arriver, une voiture de course. Quand la voiture s'approche de nous, elle fait un bruit qui est constant. Elle fait un bruit comme ça. Mais quand elle s'approche de nous, ce bruit va devenir de plus en plus aigu, puisque le bruit approche de plus en plus vite vers nous avec la voiture qui vient. Et quand la voiture va passer, elle va avoir un bruit qui est très grave. Voilà. Et la lumière, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que ce décalage... c'était un allongement de la longueur d'onde de la lumière qui était créé par l'éloignement de cette lumière. Et il en a donc déduit que plus les astres étaient loin de nous, et plus ils s'éloignaient de nous. Et ça, dans toutes les directions. Et à partir de ce moment-là, on peut représenter l'univers comme un ballon qui se gonfle. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que toutes les poussières qui seraient dans ce ballon à un moment donné, si je gonfle le ballon, elles vont s'éloigner les unes des autres. Donc à partir de là, puisqu'on s'est aperçu que les galaxies de jour en jour s'éloignaient de plus en plus, eh bien, si on reprend la vitesse d'éloignement et puis qu'on calcule à quelle position ils étaient hier, avant-hier, avant-hier, on se rend compte qu'il y a 13 milliards 800 millions d'années, selon les calculs, il y a un certain nombre d'approximations d'un calcul, il y a 13 milliards 800 millions d'années, l'univers était un point infinitésimal. Alors ça, c'est de la théorie, bien sûr, c'est pour ça que ça peut toujours être mis en question. Mais il est clair qu'aujourd'hui, quand on observe un certain nombre de choses dans l'univers, on a un certain nombre de traces de ce fonctionnement qui remontent jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années après le Big Bang. Donc, bon, la difficulté étant que le Big Bang lui-même est ce qu'on appelle, comme dans le trou noir, est une singularité, c'est-à-dire que à ce moment-là, comme dans le centre d'un trou noir, l'énergie est tellement élevée que toutes les équations ne fonctionnent plus et on ne sait pas très bien ce point initial, on ne sait pas très bien comment il est. Mais on arrive quand même par un certain nombre d'approximations et de calculs à remonter très près
de la naissance de l'univers, ce qui permet d'expliquer la formation de tous les éléments, des protons, des particules, des étoiles, avec bien sûr un certain nombre d'approximations, et notamment le fait qu'aujourd'hui, cette lumière la lumière a été générée 400 millions d'années après la naissance de l'univers, puisque au départ, pendant les 400 premiers millions d'années, l'univers était tellement dense que la lumière ne pouvait pas en sortir, donc l'univers était sombre. Et puis, 400 millions d'années après, l'univers ayant commencé à se dilater, les photons ont pu sortir et la lumière a commencé à se créer. Et on est aujourd'hui capable de détecter cette lumière. On est capable de détecter les premières lumières qui ont été émises. C'est-à-dire que chaque individu aujourd'hui, s'il a le bon télescope, est capable de voir jusqu'à 13 milliards 400 millions d'années la première lumière émise. Et c'est un des enjeux notamment des télescopes, c'est d'aller rechercher ces lumières, puisque quand on voit le ciel, on ne voit pas une image du présent, mais on voit une image d'un certain nombre de passés. C'est-à-dire que si je vois une galaxie qui est à 3 milliards d'années-lumière de nous, eh bien, ça veut dire que je vois la lumière qui a été émise il y a 3 milliards d'années. Si je vois une galaxie qui est à 2000 années-lumière, je vois de la lumière je vois l'image de cette galaxie il y a 2000 ans. Et donc ça, c'est un des paradoxes de notre compréhension, c'est-à-dire que l'image que l'on voit dans le ciel, c'est une somme d'images, c'est une lumière qui a été émise, c'est un photon qui m'arrive, il a été émis il y a 13 milliards d'années. Peut-être que l'étoile n'existe plus, peut-être que la galaxie n'existe plus. Et voilà, donc on arrive à voir très loin dans l'univers. Mais du coup, la lumière qu'on a du soleil, apparemment, elle met 8 minutes à atteindre la Terre. C'est-à-dire qu'on voit de la lumière qui date d'il y a 8 minutes. Voilà, le soleil, c'est 8 minutes. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, moi, j'ai une question. Alors, avant le Big Bang, il y avait quoi ? Ah, bah oui. Donc, déjà, le Big Bang lui-même, dans son instant initial, le déclenchement du Big Bang, ça reste un mystère. C'est-à-dire que, on peut s'approcher, on peut vérifier un certain nombre de choses, mais l'instant véritablement initial, on ne sait pas trop comment ça se passe. Après, avant le Big Bang, c'est avant notre univers. Et on peut faire toutes les théories qu'on veut. Mais c'est le principe des mathématiques, c'est le principe des sciences, c'est de faire des théories et de dire oui, peut-être ça fonctionne comme ceci, peut-être ça fonctionne comme ça. Mais la science, elle a aussi un deuxième but, c'est qu'elle va essayer de vérifier que tout ça fonctionne. Donc quand on parle de théorie du Big Bang, par exemple, on est capable de voir que la lumière jusqu'à 13 milliards 400 millions d'années, on est capable aussi de voir ce qu'on peut appeler le rayonnement fossile de l'univers, qui est un petit peu le reliquat de cette explosion initiale. Alors on se dit, bah oui, ça vérifie la théorie jusqu'à un certain point, malgré un certain nombre d'incertitudes, parce qu'il y a des incertitudes sur toutes les théories. En revanche, savoir ce qu'il y avait avant, on n'a aucun moyen de l'observer. Donc, à l'instant précis, déjà, on ne comprend plus très bien. Alors, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après, ou ce qu'il peut y avoir au-delà, ça, on n'a pas les moyens de l'observer. Nous n'observons que les événements qui sont internes à notre univers. Donc, on peut faire des théories sur tout ce qu'on veut, mais on ne peut vérifier que ce qui est à l'intérieur de notre univers. Pour le reste, on peut beaucoup imaginer. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Épisode suivant, dans une semaine, avec une nouvelle question d'Anaïs. Je précise qu'Alain n'a aucune prétention à l'infaillibilité. Il présente l'état de ses connaissances comme il les présenterait à ses petits-enfants.